Les États-Unis sont un vrai décor de cinéma grandeur nature. Sur la côte pacifique, les dinosaures reprennent vie dans ces forêts. Et sur la côte atlantique se trouve l'une des plages préférées de James Bond. Dans le désert, des villes fantômes surgissent de nulle part. Et des bases de recherche semblent faites sur mesure pour les films de science-fiction. La nature des États-Unis offre à Hollywood ses paysages les plus spectaculaires. Voici les acteurs oubliés du cinéma américain, des lieux devenus célèbres dans le monde entier grâce à la magie du grand écran. C'est l'une des villes les plus reconnaissables au monde. Le fief de Batman, de Spider-Man et des Quatre Fantastiques. Rasée dans la planète des singes, gelée dans Le Jour d'après et désertée dans Je suis une légende, New York. L'appel de New York semble irrésistible pour les cinéastes. C'est d'ailleurs sur Broadway que la première salle de kinétoscope, le tout premier dispositif cinématographique, ouvre ses portes en 1894. La Grosse Pomme sert de décor à une multitude de films, de Macadam Cowboy à Taxi Driver, en passant par Wall Street. Beaucoup de lieux emblématiques de New York sont directement associés au cinéma. L'Empire State Building devient le rendez-vous des amoureux après le succès d'Elle et lui en 1957, dont s'inspire plus tard Nora Ephron pour réaliser Nuit blanche à Seattle. Un sort beaucoup moins romantique est réservé à ce monument dans Independence Day, quand les extraterrestres le détruisent avec le reste de la ville. Mais le premier rôle majeur de l'Empire State Building au cinéma date du film King Kong en 1933. Le réalisateur Merian Cooper veut que le gorille escalade la plus haute tour du monde. L'Empire State Building vole la vedette au Chrysler Building, qui est resté le plus haut bâtiment du monde pendant près d'1 an. Il perd son titre en 1931, mais la singularité de son architecture suffit à en faire l'un des préférés des cinéastes. Dans le Spider-Man joué par Tobey Maguire, le héros pleure la mort de son oncle sur le toit de cet immeuble. Et la Torche humaine en fait le tour dans une course folle dans Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'argent. C'est aussi l'un des rares bâtiments du quartier de Midtown à rester debout dans le film de super-héros Avengers, sorti en 2012. Un monument de New York est démoli plus souvent que les autres au cinéma. La Statue de la Liberté. Décapitée dans Cloverfield, glacée dans Le Jour d'après, engloutie sous les eaux dans Intelligence artificielle et maintes fois maltraitée dans les films de super-héros. Charlton Heston tombe à genoux devant elle quand il comprend que la planète des singes est en réalité la Terre après l'apocalypse. Certaines apparitions de la statue sont plus légères. Ainsi, dans Splash, en 1984, l'héroïne fait sensation en se promenant nue sur Liberty Island. Et dans Men in Black 2, un neurolaser caché dans la torche de la statue permet à l'agent K, interprété par Tommy Lee Jones, d'effacer l'invasion des extraterrestres de la mémoire des New-Yorkais. Au nord-est de la statue se trouve un autre décor hollywoodien célèbre, le pont de Manhattan. Il est gravement endommagé dans le grand final de la trilogie Batman, quand Bane détruit plusieurs ponts sur l'East River. Le pont de Manhattan fait partie de la ville fictive de Gotham City, qui était le surnom de New York au XIXe siècle. Le co-auteur de Batman, Bill Finger, déclare avoir choisi ce nom pour que les lecteurs du monde entier puissent s'identifier à l'histoire.
Le pont de Manhattan apparaît aussi dans la fresque de Sergio Leone « Il était une fois en Amérique » avec Robert De Niro. L'image du pont en arrière-plan de Brooklyn est devenue l'affiche du film. À côté, le pont de Brooklyn est préféré à son voisin en 2007 dans le thriller de science-fiction « Je suis une légende ». C'est par ce pont que Will Smith évacue sa famille en hélicoptère suite à la propagation du virus avant qu'il ne soit détruit par l'armée lors de la mise en quarantaine. La quasi-totalité de la scène d'évacuation de la ville est filmée en extérieur pendant 6 nuits et coûte près de 4 millions d'euros. C'est alors la scène la plus chère de l'histoire du cinéma. Les producteurs doivent se plier aux contraintes de 14 agences du gouvernement et engager 1 millier de figurants, dont 160 membres de la Garde nationale. Le pont est beaucoup mieux traité par Woody Allen, originaire de Brooklyn, qui l'utilise très souvent comme décor, notamment dans Annie Hall. Mais le lieu de prédilection du cinéaste et de ses personnages est incontestablement Central Park. C'est ici qu'il tourne Prends l'oseille et tire-toi en 1969. Au fil des années et des films, Central Park devient incontournable pour Woody Allen, de Hannah et ses sœurs à Blue Jasmine. Le réalisateur délaisse parfois New York pour des villes au coût de tournage moins élevé. Mais il revient sans cesse à ses premières amours. Comme il le dit dans Manhattan, New York était sa ville et le resterait à jamais. Sur l'avenue Ouest qui longe le parc, se dresse un immeuble synonyme de gloire mais aussi de malheur, le Dakota. Des stars comme Lauren Bacall et Judy Garland y ont résidé. John Lennon y emménage en 1973. En 1980, il est assassiné en pleine rue devant chez lui. Sa veuve Yoko Ono habite toujours dans l'immeuble. Le style gothique du bâtiment en fait le décor idéal de Rosemary's Baby de Roman Polanski. Rebaptisé le Bramford pour l'occasion, c'est ici que Mia Farrow s'installe avant de mettre au monde le fils de Satan. De l'autre côté du New Jersey se trouve aussi un décor hollywoodien, mais cette fois plus inattendu, Philadelphie. C'est le lieu de tournage préféré du réalisateur M. Night Shyamalan. Il y situe l'action de ses films Sixième Sens, Signe et Le Village, même si on ne reconnaît pas grand-chose de la ville. Shyamalan camoufle les monuments identifiables afin que le lieu reste vague. L'impression que les personnages peuvent vivre n'importe où participe à l'angoisse. D'autres cinéastes viennent à Philadelphie pour filmer cette étrange prison. Construite en 1829, le pénitencier d'Eastern State a longtemps été la prison la plus célèbre au monde, mais aussi la plus coûteuse. Elle est en forme d'étoile. Les longs bâtiments étroits devaient permettre aux gardiens de surveiller plus facilement les détenus dans leurs cellules. Al Capone a purgé une peine ici, entre autres criminels notoires. Dans le film de Terry Gilliam, L'armée des 12 singes, la prison est transformée en asile psychiatrique où Bruce Willis est enfermé. Elle sert de cachette aux acteurs Shia LaBeouf et Megan Fox, les héros de Transformers 2, qui s'y réfugient pour échapper aux méchants Decepticons. Le pénitencier est aujourd'hui un musée. Un peu plus loin, le musée des Beaux-Arts de Philadelphie devient célèbre de par le monde grâce à un film au succès planétaire. Dans une scène d'anthologie, le boxeur Rocky Balboa, interprété par Sylvester Stallone, gravit ses marches 4 à 4. Le film, comme son personnage principal, n'est pas donné gagnant. Son réalisateur n'a que 700 000 € et 28 jours pour boucler le tournage. À la surprise générale, Rocky remporte 3 Oscars, dont celui du meilleur film. 40 ans plus tard, les fans viennent ici simplement pour gravir ces marches, baptisées depuis Rocky Steps. À 1500 km de là, en Floride, le décor change du tout au tout. Voici Miami. C'est ici qu'est tourné Ace Ventura Détective pour Chien et Chat, le film qui propulse Jim Carrey au sommet. Dans un autre genre,
Plusieurs scènes de Casino Royale se passent aux environs de Miami. Mais le tournage n'a pas eu lieu ici. Ce n'est pas la première fois que James Bond vient dans la région. Il fréquente même régulièrement Miami Beach. Ces plages splendides sont à l'honneur dans Goldfinger en 1964. L'année suivante, James Bond sauve la ville d'une bombe atomique dans Opération Tonnerre. En face de Miami Beach, l'île artificielle de Star Island porte bien son nom. C'est le lieu de rendez-vous des stars du show business. La chanteuse Gloria Estefan possède cette propriété imposante d'inspiration espagnole, construite en 1959 et entourée de jardins luxuriants. Quelques maisons plus loin, cette villa aurait pu être celle de Tony Montana, alias Scarface. Dans le film de Brian De Palma, Al Pacino interprète un immigré cubain qui devient un baron de la drogue. Pendant le tournage, la communauté cubaine de Miami proteste contre l'image négative véhiculée par le personnage. Pour désamorcer la situation, les producteurs tournent le film dans la région de Los Angeles. À quelques kilomètres de Star Island, ce pont sert de décor à de nombreuses cascades. Cet ancien pont routier, aujourd'hui fermé, apparaît dans Too Fast, Too Furious et Permis de tuer. Dans True Lies, c'est ici qu'Arnold Schwarzenegger, suspendu à un hélicoptère, sauve Jamie Lee Curtis. Il la rattrape juste avant que sa voiture ne plonge dans l'océan. Sur la côte ouest, en Californie, une demeure dans les collines du parc de San Simeon inspire l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, Citizen Kane. À l'époque du tournage, William Randolph Hearst, le propriétaire de ce domaine, est un homme très influent à Hollywood. Fils d'un grand propriétaire minier, Hearst campe souvent ici sur les terres de son père quand il est enfant. Lorsqu'il hérite de ces quelques milliers d'hectares, il demande à l'architecte Julia Morgan de lui construire quelque chose de plus confortable. Hearst est à la tête d'un gigantesque empire médiatique. Proche des milieux politiques, il investit des sommes colossales à Hollywood. Et il donne ici des fêtes mémorables. Des invités prestigieux, de Winston Churchill au président américain Calvin Coolidge, séjournent dans sa propriété de 165 pièces, inspirée d'une cathédrale espagnole. Ces quartiers privés se trouvent entre ces deux tours, avec vue sur le Pacifique. En 1960, l'immense piscine en marbre blanc se transforme en villa pour le film Spartacus avec Laurence Olivier. Orson Welles est fasciné par Hearst et son château. Dans Citizen Kane, il met en scène un magnat de la presse mégalomane, égoïste et solitaire, qui vit dans un immense palais baptisé Xanadu. En réponse à ce portrait à peine déguisé, Hearst fait tout pour ruiner la carrière d'Orson Welles. En 1957, 6 ans après la mort du nabab, sa famille fait don du château à l'État de Californie. Il est désormais ouvert au public. Plus au nord, sur la côte californienne, un lieu devient presque une star de cinéma à part entière, le pont du Golden Gate à San Francisco. Magneto le déplace dans X-Men, l'affrontement final. Et en 2009, dans le film Star Trek, l'Académie de Starfleet se dresse dans son ombre. Mais son apparition la plus mémorable est sans doute dans Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Quand James Stewart sauve Kim Novak de la noyade alors qu'elle s'est jetée dans la baie. Hitchcock exploite habilement les hauteurs vertigineuses de San Francisco. Il choisit Lombard Street, une rue sinueuse et pentue, comme lieu de résidence de son héros. L'immeuble existe encore aujourd'hui.
C'est aussi dans la baie de San Francisco que L'évadé d'Alcatraz, avec Clint Eastwood, est filmé en 1979. Il est tiré de la véritable histoire de Frank Morris, un braqueur de banque incarcéré sur cette île-prison surnommée le Rocher. L'isolement ne l'empêche pas de mettre au point son évasion historique. Pendant des mois, Morris et ses complices cherchent un moyen de rejoindre le continent. Ils parviennent à fabriquer des gilets de sauvetage, un radeau de fortune avec des imperméables et des têtes de mannequins qu'ils placent dans leur lit pour faire illusion. La nuit du 11 juin 1962, ils s'échappent avec 2 codétenus par des tunnels creusés à la petite cuillère. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Pour la cascade finale, où le héros du film descend le mur de la prison et plonge dans l'eau, Clint Eastwood refuse de se faire doubler. À 2 reprises, le réalisateur le croit emporté par les courants meurtriers de la baie. 17 ans plus tard, Alcatraz sert à nouveau de décor pour le film Rock avec Nicolas Cage et Sean Connery. L'île est prise par un militaire fou qui pointe des ogives nucléaires sur la ville. Pour faire des économies, les producteurs veulent filmer en partie à Los Angeles, mais le réalisateur Michael Bay refuse. Seul inconvénient, il doit composer avec les visiteurs quotidiens, puisque l'île est ouverte au public depuis 1973. Direction maintenant le Colorado, où un hôtel d'Estes Park se fait un nom grâce à l'un des grands maîtres de l'angoisse. En 1974, l'écrivain Stephen King et sa femme descendent dans l'hôtel Stanley. Ils sont les seuls clients. Dans la chambre 217, Stephen King fait un cauchemar où il voit son fils de 3 ans crier dans les couloirs. Ce rêve lui inspire l'histoire de Shining, un best-seller adapté au cinéma par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. Dans le roman, l'établissement est rebaptisé l'Overlook. Pour le film, Kubrick ne tourne pas dans le véritable hôtel Stanley, mais dans l'Oregon, au Timberline Lodge. L'hôtel se retrouve à nouveau sous les feux de la rampe en 1994, quand Jim Carrey et Jeff Daniels y séjournent dans la comédie Dumb and Dumber. L'hôtel est censé se situer à Aspen, une ville qui se trouve en réalité à 300 km de là. Les 2 personnages viennent à Aspen pour rendre une valise pleine d'argent à sa propriétaire et multiplient les mésaventures en chemin. Les frères Farrelly, qui ont écrit et réalisé le film, ont compilé des images d'Aspen et de Breckenridge au Colorado et de Park City dans l'Utah. C'est aussi en se promenant dans le Colorado que Woody Allen découvre une étrange bâtisse à l'ouest de Denver. Cette maison est l'endroit rêvé pour tourner sa parodie de science-fiction Woody et les robots en 1973. Dans ce film, le héros se réveille après avoir été congelé pendant 200 ans. Le film a un succès retentissant, la maison, beaucoup moins. L'architecte Charles Deaton l'a construit dans les années 60, mais ne termine jamais l'intérieur. Elle reste ainsi inachevée pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'un millionnaire la rachète et la rénove. Elle est saisie au propriétaire suivant pour non-paiement de créances, puis revendue aux enchères en 2010 pour 1 million d'euros. Dans le sud-ouest du Colorado, la petite ville de Telluride a marqué l'histoire du pays et celle d'Hollywood. C'est ici que Butch Cassidy commet son premier hold-up en 1889.
80 ans plus tard, George Roy Hill choisit ce canyon pour tourner une scène d'action du film Butch Cassidy et le Kid. Paul Newman et Robert Redford y attaquent un train postal. Aujourd'hui, la compagnie de chemin de fer ne transporte plus que des férus d'histoire et des touristes. Mais à l'époque du Kid, elle acheminait l'or et l'argent extraits des gisements du Colorado. Dans le film, les deux hors-la-loi tentent de dynamiter le coffre-fort du train, mais font sauter tout le convoi. Le film remporte 4 Oscars et propulse Robert Redford au sommet de la gloire. L'acteur achète une station de ski dans l'Utah et lui donne le nom de son personnage, Sundance. Des dizaines de westerns américains se déroulent dans une ville datant de cette époque de la ruée vers l'or, Dodge City, dans le Kansas. Une réplique de la ville au XVIIIe siècle a été reconstruite de toutes pièces, avec ses boutiques, ses saloons et ses hôtels. Pourtant, très peu de westerns ont été tournés ici à Dodge City. Et Hollywood ne peut pas changer le cours de l'histoire. C'est bien dans ces rues que le légendaire Wyatt Earp a combattu les hors-la-loi. Plusieurs sont enterrés au cimetière voisin de Boot Hill. Ceux qui ont réussi à lui échapper ont fui à cheval par cette piste. À 100 km de Dodge City, toujours dans le Kansas, voici Holcomb. C'est ici que 2 hommes commettent un crime abominable, repris dans plusieurs films et une mini-série. En 1959, Herbert Clutter, sa femme et leurs 2 enfants adolescents sont assassinés dans leur maison par 2 hommes entrés par effraction pour les cambrioler. Truman Capote raconte ce fait divers sordide dans son roman De sang-froid. Le best-seller est adapté au cinéma en 1967 par Richard Brooks. Il inspire aussi un biopic à Bennett Miller en 2005 avec Philip Seymour Hoffman dans le rôle de Truman Capote. Et 1 an plus tard, Scandaleusement célèbre est à l'affiche. Seule la version de 1967 avec Robert Blake est tournée intégralement ici. Le réalisateur, choisi par Truman Capote en personne, tient à filmer dans la ferme des Clutter, allant jusqu'à utiliser le cheval de la fille, Nancy Clutter, pour le tournage. À Garden City, il filme les scènes de procès au tribunal de Finney County où les assassins Perry Smith et Richard Hickok ont été condamnés à la peine de mort. Le réalisateur emploie même 7 des jurés du procès. La scène de la pendaison est filmée au pénitencier du Kansas à Lansing, où Hickok et Smith ont été détenus jusqu'à leur exécution en 1965. Dans le désert du Nevada se trouve la ville de tous les vices, celle que l'on surnomme Sin City, la ville du péché. C'est ici qu'est tourné le film Living Las Vegas. Nicolas Cage refuse un rôle dans Dumb and Dumber avec Jim Carrey pour interpréter celui de cet alcoolique suicidaire. Il lui vaut un Oscar en 1996. Les personnages hauts en couleur ne manquent pas dans l'histoire de Las Vegas. Le film Bugsy de 1991 avec Warren Beatty raconte la vie du gangster Bugsy Siegel. En 1945, Siegel supervise pour la mafia la construction de l'hôtel Flamingo sur une portion déserte de la route 91. Il dépense 4 millions d'euros pour créer un véritable palais de la luxure. Mais il est assassiné en 1947 à Beverly Hills alors qu'il lit son journal. Certains accusent ses associés qui l'auraient soupçonné de détourner des bénéfices. La réussite de l'hôtel Flamingo prouve aux investisseurs qu'on peut faire fortune en plein désert. L'argent se met à couler à flot à Las Vegas, même si ses origines sont parfois douteuses.
Les casinos se construisent à la vitesse de l'éclair et la route 91 devient le fameux Strip. Depuis, les tournages et les acteurs prestigieux se succèdent à Sin City. De Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise à Austin Powers avec Mike Myers, en passant par Ocean's 11, filmé dans le très démesuré hôtel Bellagio. Brad Pitt, George Clooney et leurs complices complotent de cambrioler un coffre contenant l'argent des 3 principaux casinos de la ville, le Bellagio, le Mirage et le MGM Grand. Le vol doit se passer le soir d'un combat de boxe au MGM Grand, quand le coffre contient 150 millions de dollars. Après de multiples rebondissements, les malfaiteurs repartent avec le butin. Et les acteurs avec un nouveau contrat pour 2 autres volets, Ocean's 12 et Ocean's 13. Une autre région isolée du Nevada est associée à un grand classique du cinéma américain. C'est en partie au lac Tahoe que se déroule la trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola. Ce lac de montagne à cheval entre le Nevada et la Californie a été formé par la fonte des glaces. C'est l'un des plus profonds et des plus purs au monde. Dans Le Parrain 2, toute la famille se retrouve ici, dans la villa luxueuse de Michael Corleone. Dans ce même volet, Fredo est assassiné alors qu'il pêche sur le lac Tahoe avant de sombrer dans ses eaux glacées. Après la sortie du film, le bruit court que les cadavres parfaitement conservés de centaines de victimes de la mafia gisent au fond du lac. La rumeur gagne en crédibilité quand on raconte que le commandant Cousteau aurait exploré les profondeurs et déclaré « Le monde n'est pas prêt pour ce qu'il y a dans le lac ». Sauf que Cousteau n'est jamais allé au lac Tahoe. Dans le sud du Nevada, des paysages beaucoup plus arides attirent inlassablement les cinéastes hollywoodiens. La vallée de feu. Il y a 150 millions d'années, à l'époque des dinosaures, il n'y avait ici que des dunes de sable. L'érosion et les mouvements de la croûte terrestre ont créé ces formations. Elles constituent aujourd'hui un parc d'environ 20 000 hectares. Des Autobots traversent cette vallée dans Transformers. Et c'est ici que le capitaine Kirk trouve la mort dans Star Trek Génération. Dans Total Recall, avec Arnold Schwarzenegger, la vallée figure la planète Mars. Avant que Las Vegas ne lui fasse de l'ombre, une autre ville du Nevada apparaissait souvent dans les films, Reno. Elle a longtemps été la capitale du jeu, mais aussi celle du divorce, car on pouvait divorcer aussi vite qu'on s'était marié. C'est ici qu'est tourné le film Les Désaxés en 1961, le dernier de Marilyn Monroe, mais aussi de Clark Gable. Marilyn Monroe y interprète une femme en instance de divorce qui tombe amoureuse d'un cow-boy vieillissant. Une scène est filmée sur les marches du palais de justice de Washoe County, où 33 000 personnes ont divorcé rien que dans les années 1930. À la sortie du tribunal, la star aurait embrassé l'une des colonnes du palais, mais la scène a probablement été coupée au montage. Marilyn jette son alliance du pont sur la rivière Truckee, une autre tradition de Reno. Le tournage est difficile et le film semble maudit. Marilyn est elle-même en train de divorcer du scénariste du film, l'écrivain Arthur Miller. Après leur séparation, il se remarie avec une photographe rencontrée à Reno. En Louisiane, une autre grande histoire d'amour voit le jour, mais cette fois entre Brad Pitt et la Nouvelle-Orléans. Depuis l'ouragan Katrina, plusieurs vedettes de cinéma, dont Brad Pitt, ont transformé la ville en studio géant, au point qu'on la surnomme désormais le Hollywood du Sud. Des aides du gouvernement ont favorisé cette évolution. Et de fait, en 10 ans, le nombre de tournages a grimpé en flèche, avec une moyenne de 92 réalisations par an entre 2008 et 2010.
Dans L'étrange histoire de Benjamin Button, de David Fincher, le personnage principal interprété par Brad Pitt habite ici, dans le quartier résidentiel de Garden District. C'est également la ville natale de la romancière Anne Rice, qui a vécu dans cette propriété de 4300 mètres carrés. Construite à la fin du XIXe siècle, c'était à l'origine un orphelinat. Entretien avec un vampire, le premier tome de la série à succès Chronique des vampires d'Anne Rice, est adapté au cinéma en 1994 avec Tom Cruise et Brad Pitt. Plusieurs scènes sont filmées à 2 pas de là, sur les rives du Mississippi, dans la plantation d'Oak Alley. Des chênes vieux de 300 ans gardent l'entrée de la propriété, construite par un baron du sucre dans les années 1830. Elle apparaît également dans le film Primary Colors en 1998, où John Travolta joue le rôle d'un candidat à l'élection présidentielle. En Louisiane, une autre exploitation est recyclée en plateau de cinéma. Voici le site d'Angola, le plus grand pénitencier haute sécurité des États-Unis. Plusieurs films ont été tournés dans cette prison surnommée La Ferme. Ces immenses champs de soja, de maïs et de coton apparaissent dans À l'ombre de la haine avec Halle Berry. Un rôle qui lui vaut d'être la première noire américaine à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. L'ancien couloir de la mort, situé dans ce bâtiment, fournit à Stephen King la trame de son roman feuilleton La Ligne verte, adapté au cinéma avec Tom Hanks en 1999. Le bâtiment est construit spécifiquement pour les fugitifs récidivistes et les condamnés à mort, exécutés juste à côté. C'est ici qu'en 1982, la religieuse Hélène Préjean devient la conseillère spirituelle d'Elmo Patrick Saunier, condamné à la chaise électrique pour le meurtre de 2 adolescents. 10 ans plus tard, elle publie un livre tiré de son expérience, La dernière marche. Bouleversée par son histoire, l'actrice Susan Sarandon convainc son compagnon de l'époque Tim Robbins d'en faire un film. Elle remporte un Oscar pour son interprétation. Dans l'Alabama voisin, une petite ville côtière est devenue célèbre grâce à un personnage totalement fictif cette fois, baptisé Forrest Gump. Ce héros de cinéma, joué par Tom Hanks, s'installe comme capitaine de crevetier à Bayou-la-Bâtre et y monte une gigantesque entreprise. La pêche à la crevette est l'une des principales activités de ce port de l'Alabama. Bayou-la-Bâtre est aussi réputé pour son industrie navale. En 2005, les studios Disney font construire en secret un bateau de pirates pour la suite de Pirates des Caraïbes. À des milliers de kilomètres du continent américain, un archipel perdu au milieu du Pacifique fait le bonheur des réalisateurs. Hawaï. C'est sur l'île d'Oahu que le film Pearl Harbor avec Ben Affleck et Kate Beckinsale est tourné en 2001. Dans le film, des navires de guerre comme l'USS Missouri se substituent aux vrais cuirassés de la Seconde Guerre mondiale coulés lors de ce jour funeste de décembre 1941. Plus de 2400 Américains sont morts dans le bombardement de leur flotte par les Japonais. Pendant le tournage, toute l'équipe du film rend hommage à ces soldats lors d'une cérémonie spécialement organisée pour l'occasion. En 2011, Hollywood sublime l'île Kauai dans le film Les Descendants avec George Clooney. Il y joue le rôle d'un homme qui hésite à vendre ses terres et qui tente de reconstruire sa vie de famille. Le film est une adaptation du roman de Cowie Hart Hemmings, qui passait ses vacances sur la côte nord de l'île quand il était enfant.
En 1976, l'île Kauai est choisie comme lieu de tournage pour un remake de King Kong. Mais l'aventure n'a rien de paradisiaque. Le réalisateur se heurte à des jeunes mariés en lune de miel et l'un de ses bateaux manque de chavirer. C'est également ici que Steven Spielberg filme la scène d'ouverture des Aventuriers de l'Arche perdue. 10 ans plus tard, il revient tourner Jurassic Park. Cette cascade de 110 mètres de haut, située sur une propriété privée dans le centre de Kauai, apparaît lors de l'arrivée des scientifiques dans le parc de dinosaures. Depuis, elle est surnommée Jurassic Falls. Pendant le tournage, un cyclone très violent suspend toutes les opérations. Spielberg en aurait profité pour filmer une partie de la scène de l'ouragan du film. Le surf fait partie intégrante de l'histoire hawaïenne. C'est d'ailleurs pour cette raison que le film Blue Crush est tourné ici. Deux des plus grands spots de surf au monde se trouvent au large de l'île d'Oahu, Waikiki et le Banzai Pipeline sur la côte nord. C'est également ici que se déroule le feuilleton culte des années 80 Magnum avec Tom Selleck et la série télévisée Hawaii 5-0. Au début des années 2000, l'acteur Adam Sandler se rend à Hawaï pour tourner 2 films, Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson et Amour et amnésie de Peter Segal. La côte de l'Oregon ne ressemble en rien aux plages féeriques de Hawaï, mais elle est tout aussi appréciée des producteurs et réalisateurs hollywoodiens. C'est notamment ici que le film Les Goonies est tourné en 1985. Cette comédie d'aventure devenue culte raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents d'Astoria, dans l'Oregon. C'est le premier rôle de l'acteur Josh Brolin, alors âgé de 17 ans, et celui qui lancera sa carrière. Il jouera notamment dans Through It et No Country for Old Men. À une trentaine de kilomètres au nord, une épave datant du XXe siècle apparaît dans le film post-apocalyptique avec Viggo Mortensen, La Route. Un père et son fils découvrent l'épave du Peter Iredale alors qu'ils font route vers le sud après l'apocalypse. Ce 4-mâts s'est échoué en 1906 dans l'estuaire du fleuve Columbia, surnommé le cimetière du Pacifique. Dans ces eaux d'apparence paisible, les courants du fleuve et de l'océan se rencontrent et les conditions de navigation sont extrêmement dangereuses. Même les plus chevronnés s'y font prendre. Environ 2000 bateaux auraient fait naufrage ici. Dans l'État de Washington, limitrophe de l'Oregon, les cinéastes semblent avoir un faible pour la ville de Seattle et sa tour appelée Space Needle. En 1963, Elvis Presley tourne quelques scènes de la comédie musicale Blondes, brunes et rousses. Et le méchant Dr. Denfer en fait son quartier général dans Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. Mais c'est la comédie romantique Nuit blanche à Seattle qui contribue le plus à sa renommée. Le héros du film, interprété par Tom Hanks, habite non loin de là dans l'une de ces maisons flottantes. Elles sont construites au XIXe siècle pour héberger des ouvriers de l'industrie du bois. Aujourd'hui, elles sont très prisées. La maison du film était estimée à plus d'1,5 million d'euros en 2008. Sur la côte sauvage de l'État de Washington, un petit port de 3500 habitants se fait connaître grâce à des histoires de vampires. C'est à Forks que se déroule l'intrigue de la saga Twilight, 5 films tirés des romans du même nom. Une jeune fille nommée Bella tombe amoureuse d'un lycéen, un vampire, qui va tenter de la protéger de ses semblables aux dents longues. Mais aucun des 5 volets n'est tourné à Forks. Quand elle commence à écrire son premier roman, l'auteur Stephenie Meyer n'a même jamais mis les pieds ici.
Une rapide recherche sur Internet lui indique que Forks est la ville la plus humide des États-Unis. Elle en déduit que le manque de luminosité conviendra très bien à ces vampires. Depuis le succès du premier film, cette petite ville tranquille connaît un vrai boom touristique avec un pic de 70 000 visiteurs en 2010. La plupart des habitants s'en réjouissent et organisent même une fête annuelle en l'honneur de Stephenie Meyer. Les vampires sont décidément à l'honneur dans le nord comme dans le sud du pays. Le manoir de Longwood, à Natchez, dans le Mississippi, est la résidence d'un redoutable roi vampire dans la série télévisée True Blood. La maison est construite en 1860 par un riche producteur de coton du nom de Haller Nutt. Il commande un manoir d'une trentaine de pièces. Mais la guerre de sécession éclate l'année suivante et les ouvriers prennent la fuite. 3 ans plus tard, Nutt succombe à une pneumonie. L'intérieur ne sera jamais terminé, mais la petite extravagance de Monsieur Nutt deviendra l'un des grands sites historiques du Mississippi. Un autre site de l'histoire américaine, cette fois dans le Michigan, permet de former à l'écran un couple improbable entre Superman et le Dr Quinn, femme médecin. Le Grand Hôtel de l'île Mackinac ouvre ses portes en 1887. Près d'un siècle plus tard, il sert de décor au mélodrame Quelque part dans le temps, avec Christopher Reeve, alias Superman, et Jane Seymour, alias le Dr Quinn. Dans le film, un client de l'hôtel est captivé par la photo d'une jeune femme et voyage dans le temps pour la rencontrer. Malgré la notoriété de Christopher Reeve et de Jane Seymour, qui vient d'interpréter une James Bond girl, Quelque part dans le temps est tout d'abord un échec au box-office. Il se classe au rang des films cultes aux États-Unis des années plus tard. L'hôtel organise désormais un week-end d'hommage chaque année. Dans le désert du Nouveau-Mexique, les paysages se prêtent à merveille à une autre forme de science-fiction. Ici, à des kilomètres de toute civilisation, se dresse un réseau de paraboles de 25 mètres de diamètre et de 230 tonnes. Il est construit dans les années 70 pour capter de très faibles émissions venues de l'espace. Grâce à lui, les astronomes étudient des objets célestes qui émettent des ondes radio. Mais les signaux sont si faibles qu'une seule antenne ne suffit pas. C'est pourquoi les scientifiques en construisent 27. Elles fonctionnent de concert et sont montées sur 65 km de rails pour être déplacées plus facilement. Ce radiotélescope géant s'appelle le Very Large Array ou VLA. Il apparaît dans la scène d'ouverture du film 2010, l'année du premier contact, la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le VLA joue également un rôle majeur dans le film Contact. Une scientifique interprétée par Jodie Foster se rend dans le désert pour écouter la vie extraterrestre. L'équipe reste ici plusieurs semaines, le temps de tourner les scènes où Jodie Foster entend les premiers signaux. Pour être autorisée à filmer sur un site gouvernemental en activité, la production doit se plier à un certain nombre de contraintes. À l'image, les paraboles ne doivent pas apparaître à l'identique. Il faut des mois de planification et de négociation pour filmer les plans nécessaires sans perturber les opérations quotidiennes de la base de recherche. La sensibilité de ce radiotélescope a été améliorée récemment. Il peut en théorie capter un signal aussi faible que celui d'un téléphone portable sur Jupiter. Les extraterrestres et le Far West ne font généralement pas bon ménage. Pourtant, au ranch de Bonanza Creek à Santa Fe, tout peut arriver. Le ranch fait sa première apparition au cinéma en 1955. Elle est suivie de dizaines d'autres dans des westerns en tout genre. 5 décors différents, dont une ville, sont à disposition sur les terres du ranch. C'est ici que se tourne le western de science-fiction
Cow-boy et envahisseur en 2011. Dans le film, des extraterrestres viennent envahir la Terre et commencent par le Far West. Mais face à des cow-boys comme Daniel Craig et Harrison Ford, ils n'ont aucune chance. À quelques kilomètres de là, un autre ranch accueille régulièrement des tournages. Anciennement baptisé Cook Movie Ranch, il appartient désormais au styliste et réalisateur Tom Ford. En 2011, le réalisateur Kenneth Branagh le choisit pour filmer Thor avec Nathalie Portman. Pour l'occasion, un décor préexistant est agrandi pour construire la ville fictive de Puente Antiguo, où Thor affronte le Destroyer dans le combat final. C'est également ici que le remake de 3h10 pour Yuma est tourné. « 20 ans plus tôt, Robert Duvall et Tommy Lee Jones ont tourné ici la mini-série télévisée Lonesome Dove, d'après le roman éponyme récompensé par le prix Pulitzer. Non loin de là, les étendues sauvages de la réserve de Valles Caldera sont choisies pour servir de décor à une légende du Far West, celle de Lone Ranger. En 2013, le film Lone Ranger, naissance d'un héros, met en scène Armie Hammer dans le rôle de John Wade et Johnny Depp dans le rôle de l'Indien Tonto. Cette réserve de 360 km² se niche à l'intérieur d'un cratère effondré dans la chaîne volcanique des monts Jemez. C'est également le décor du film de Ron Howard en 2003, Les Disparus, avec Cate Blanchett et Tommy Lee Jones. Pendant plusieurs dizaines d'années, ces terres sont restées une propriété privée avant de devenir une réserve nationale en l'an 2000. Quand Hollywood n'envahit pas le parc, la vraie star de Valles Caldera est la nature majestueuse. Un autre lieu du Nouveau-Mexique fait son cinéma depuis l'époque du muet. Cette ville nommée Las Vegas a été construite 70 ans avant son homonyme dans le Nevada. C'est ici que les frères Cohen filment No Country for Old Men. Pour l'occasion, Las Vegas est divisée en deux villes frontalières. En 2010, Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis tournent ici la comédie Date Limite. Un autre duo de choc se fait bruyamment remarquer en traversant cette ville à moto des années plus tôt. Peter Fonda et Dennis Hopper dans Easy Rider, le chef-d'œuvre de la contre-culture américaine. Les États-Unis sont un décor vivant où tout peut arriver. Une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs d'Hollywood.